Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un cours d'eau très discret. Pour découvrir le ruisseau de Tupigny, puisqu'il s'agit de ce ruisseau, il faut plonger dans l'intimité de la géographie de notre ville. Et cela nous permettra de suivre le cours de l'eau en périphérie du Cateau. Et ça nous permettra aussi d'évoquer l'histoire de notre ville et l'intimité qui relie nos ancêtres, qui reliait plutôt nos ancêtres avec ce ruisseau totalement oublié de nos jours. Alors le ruisseau de Tupigny trouve sa source en contrebas de la rue de Fémy, à environ 700 mètres après le pont du chemin de fer qui conduit vers Mazinguien-Bazuel, enfin la route qui conduit vers Mazinguien-Bazuel. Alors le pont de chemin de fer construit au-dessus de la ligne SNCF Paris-Bruxelles, qui a été une ligne prestigieuse ouverte en 1855, qui aujourd'hui dessert modestement les gares de Busigny et d'Aulnoy. Autrefois, c'était les trains Paris-Moscou qui passaient par là. Vous voyez le prestige perdu de notre ville. On est là donc à 130 mètres environ d'altitude. Le lit du ruisseau creuse un sillon vers le nord. En 1855, lors de la construction de la ligne de chemin de fer, donc, un remblai doit être aménagé pour franchir le ruisseau de Tupigny. Il faut savoir que la topographie du Cateau est extrêmement compliquée et le ruisseau de Tupigny en est une illustration. Alors, d'importantes masses de terre sont nécessaires pour ce travail, pour ce déblai et les remblais qui vont l'accompagner. Alors, toutes ces masses de terre sont prélevées dans les déblais proches qui sont issus de deux tranchées ouvertes à l'est sur la rue de Fémy et à l'ouest parallèlement à la route de Bazuel. Sous le remblai, un tunnel maçonné assure la stabilité de l'ouvrage. Il mesure plusieurs dizaines de mètres de long et ensuite le ruisseau décrit une courbe sur sa gauche. C'est à cet endroit que la vieille décharge d'ordures venait le polluer jusqu'aux années 1980. Aujourd'hui, cette décharge d'ordures a heureusement laissé place à un arboretum. Une autre voie ferrée, celle qui allait du Cateau à Catillon, vient alors imposer un second remblai au ruisseau. Le petit train du Cambrésis croisait le cours d'eau en l'obligeant à un passage sous un autre tunnel. Ça va bientôt devenir le tunnel sous la Manche, ce ruisseau de Tupigny. Face à lui, le ruisseau de Tupigny venait encore buter contre le talus parallèle à la rue de Landrecy. Par le même tunnel, il passait sous une autre voie ferrée, celle qui, cette fois, conduisait le train du Cateau à Valenciennes, une ligne construite à la fin du XIXe siècle, vers 1885. C'est ensuite le bosquet qui cache le ruisseau. Sur sa gauche, il longe le cimetière municipal aménagé vers 1848-49. La rue de Landrecy, donc la départementale 643, offre un tracé au relief accentué. Venant du centre-ville, cette longue descente proche de la rue des Hurets se poursuivait par une montée vers Bazuel. Alors évidemment, dans le bas de la descente, entre montée et descente, une galerie souterraine, une de plus, canalise aujourd'hui le ruisseau. Ce dernier, autrefois, franchissait la route par une sorte de gué que l'on appelait le pont Périlleux. Vous voyez que la ville du Cateau est synonyme d'aventure. À partir de là, le cours d'eau serpentait dans une vallée profonde. À droite, la rue des Hurets le surplombe et à gauche, la rue de Tupigny laisse deviner un relief abrupt qui porte à des jardins en gradins. Par un court tunnel, encore un, le ruisseau passe sous la rue de la Fontaine à Gros-Bouillon, qui est en forte pente elle aussi. Cette rue évacuait plutôt autrefois les eaux des fortes pluies, en particulier au moment des orages d'été qui sont assez intenses. Et son nom, rue donc La Fontaine à Gros-Bouillon, évoquait des flots furieux et menaçants. Par le même tunnel, la rue Chanzy est franchie. C'est alors que le ruisseau retrouve enfin la lumière du jour.
Il coule parallèlement au lavoir du Pavillon, un bassin de grande dimension qui recueille les eaux de plusieurs sources souterraines venues de ce quartier. Une centaine de mètres plus loin, voilà le pont étroit établi à l'extrémité de la rue de Bayon. Enfin, le cours d'eau peut s'élargir un peu en serpentant dans les pâtures où il va rejoindre la Selle, c'est donc le confluent du ruisseau et de notre rivière. La Selle venue de l'Aisne est partie se diriger vers Montet, Solesmes et Denain, où elle va se jeter dans les eaux de l'Escaut. Donc après 2500 mètres de parcours un peu complexe, notre ruisseau de Tupigny marie ses eaux avec celles de notre rivière. Nous avons ensuite suivi le cours du ruisseau. Il est aujourd'hui discrètement caché dans les replis de notre ville. Il nous reste maintenant à évoquer son rôle, le rôle qu'il a joué dans l'histoire de notre cité et l'intimité que nos ancêtres entretenaient autrefois avec lui. Alors jusqu'au début du XIXe siècle, plusieurs sources alimentaient la vallée du ruisseau de Tupigny. Elles provenaient du plateau agricole proche de la ferme du Quesnelet, entre la rue de Fémy et la route de Guise. Et les sources, autrefois, étaient proches d'une altitude d'environ 145 mètres, donc beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Vers 1850, notre ville devient un centre industriel, en particulier avec le développement des usines Sédou. Le besoin d'eau pour alimenter les usines amène une baisse du niveau de la nappe phréatique. C'est ainsi que les sources lointaines du ruisseau de Tupigny vont bientôt se tarir. Alors, à l'occasion de l'aménagement du cimetière municipal vers 1848-49, une voûte, entre guillemets, au tracé incertain, permettait de canaliser le ruisseau. Ceci n'empêche pas, au fil des décennies, quelques tibias ou fémurs oubliés dans les sépultures de venir se noyer dans les flots. À la fin du XIXe siècle, la construction de l'ermitage Saint-Louis, plus tard occupé par la colonie de vacances des Ukrainiens, va donc bénéficier d'un puits. Il faut dire que les sources sont nombreuses dans le secteur. À cette même époque, le pont Périlleux, route de Landrecies, va disparaître. Un tunnel capte les eaux du ruisseau qui devient alors invisible avant de plonger dans les fossés de la rue Déhuré. Ce tunnel, dont la maçonnerie est de bonne qualité, mesure environ 1,50 m de haut, quelques dizaines de mètres de longueur, et il se trouve en contrebas des fossés de la rue des Hurets. Mais c'est un véritable décor digne d'un film d'horreur parce qu'au fil des décennies, eh bien, cette voûte se trouve entourée de matériaux divers, gravats, briques, chiffons, résultat d'un dépôt de déchets venus s'installer là à la suite de la tornade du Pomeroy en juin 1967. On ne savait pas quoi faire des gravats, donc on les a cachés là où c'était assez discret. Tout cela n'empêche pas la biodiversité locale de s'y épanouir. En particulier, les chauves-souris y seraient nombreuses, tout comme les infortunés cadavres d'animaux piégés par les crues, parfois après les orages. De part et d'autre du ravin, et donc du cours d'eau, les jardins riverains dévalent. Au cours des années 1960, des maisons ouvrières, maladroitement édifiées au fil de la pente, n'hésitaient pas à s'écrouler, défiant, bien sûr, elles défiaient de leur fondation les lois de l'équilibre, et on parlait alors de maisons qui avaient fondu. C'est un terme local. Plus insolite, une chapelle fort modeste fut un jour édifiée à mi-pente, bien au-dessus du ruisseau moyen des eaux. La chapelle était construite à peu près à 2 mètres au-dessus du niveau moyen des eaux, qui est un niveau d'ailleurs extrêmement moyen, pour ne pas dire pratiquement inexistant. Cette chapelle abritait une statue, plus ou moins miraculeuse, qui était vénérée pour la guérison des enfants chétifs, qui étaient malheureusement autrefois nombreux dans cette ville ouvrière.
Cette dévotion resta vivace jusque dans les années 1970. La coutume voulait qu'un tissu ou un vêtement fût accroché devant la chapelle en signe de piété et de confiance. Bon, on ne sait pas très bien si ça fonctionnait pour la guérison des enfants chétifs. Hélas, par manque d'entretien, ce petit oratoire est devenu presque invisible. Il s'est carrément écroulé dans le fossé au-dessus de la rivière. Il portait un nom évocateur qui laisse à penser que la fécondité féminine pouvait peut-être s'y trouver stimulée. Alors vous regardez sur la carte, je n'ose pas prononcer le mot aujourd'hui. De nos jours, en tout cas, la piété et la magie font peut-être encore bon ménage. En tout cas, aujourd'hui, l'accès à la chapelle est bien malaisé puisqu'il se fait par un étroit escalier pentu, creusé dans la terre, caché entre deux jardins. Bref, c'est une entreprise bien périlleuse. En tout cas, nous approchons ensuite de la cavée de Forêt. C'était le nom autrefois de l'actuelle rue des Fusiliers civils. Cette rue et le quartier qu'elle dessert ont été jadis aménagés au nord de la ville, hors des remparts qui, jusqu'en 1835, formaient une barrière qui bloquait l'accès au centre-ville. La rue Chanzy, la rue qui passe devant le théâtre municipal, ne fut ouverte qu'en 1870. Donc, à l'époque où notre ville était entourée de remparts, jusqu'en 1870, eh bien, il fallait contourner ces remparts pour accéder au quartier de la cavée de Forêt. Habitués à vivre à l'écart de la cité, les habitants de ce quartier avaient fini par acquérir une sorte d'indépendance qui se traduisit vers 1900 par la création d'un thio-village, comme on dit, un petit village, une sorte de village indépendant, avec son maire et ses festivités locales. Ce folklore se prolongea jusqu'au milieu du XXe siècle, sous le regard placide de Saint Donat, une statue installée dans une niche au creux d'un mur discret en montant la rue des Fusiliers civils. Profitant de la présence de nombreuses sources captées par le lavoir du pavillon, qui a été restauré d'ailleurs en 2013, quelques habitants imaginatifs avaient autrefois tenté d'établir un réseau d'eau potable, avec beaucoup de guillemets, desservant leur maison. C'est en 1880, en effet, que, grâce à la donation de la famille Sédou, la ville fut approvisionnée en eau salubre. Et on se rappelle que le manque d'hygiène et les eaux souillées des puits furent à l'origine de nombreuses épidémies de choléra au cours du XIXe siècle. Dans une ville surpeuplée, aux logements insalubres, les puits creusés sous les caves étaient des fournisseurs d'eau polluée. Avant la mise sous tunnel vers 1900 du ruisseau pour la traversée de la rue de la Fontaine à Gros-Bouillon, ces eaux divaguaient au lieu-dit le Fontenoy, c'est-à-dire en contrebas de l'actuelle rue de la Fontaine à Gros-Bouillon. On remarque encore du côté droit, quand on descend cette rue, quelques maisons construites sous le niveau de la chaussée et dont le trottoir, protégé d'ailleurs par une barrière, par une main courante, servait autrefois de déversoir d'orage. Donc la maison a été construite en quelque sorte en contrebas du caniveau. Alors si on entreprend de grimper par la rue des Fusiliers civils, l'ancienne cavée de Forêt, on rencontre un monument installé en 1920 pour rappeler l'exécution à cet endroit de 5 civils catésiens, donc en novembre 1914, pour détention de pigeons. La détention de pigeons au cours de la guerre 14-18, c'était synonyme d'espionnage, d'activité d'espionnage, au profit du moins c'était considéré par l'occupant allemand comme activité d'espionnage. Jadis, à ce même endroit, un chemin de pèlerinage, permettait aux voyageurs de pénétrer dans le faubourg Saint-Martin, l'actuel quartier du chemin de montée. Donc c'était une sorte de contournement de l'époque. À cet instant, d'ailleurs, permettez-moi d'avoir une pensée pour Émile Bontemps,
qui était passionné d'histoire cartésienne et très attaché à la vie de son quartier. Il est décédé il y a quelques années, mais son souvenir perdure, en particulier au fond ancien de la médiathèque. Il était passionné, il aimait faire découvrir la vie de son modeste faubourg et il n'hésitait pas à emmener les touristes sur les rives du ruisseau de Tupigny. Un chemin disparu permettait autrefois de joindre le lavoir du Pavillon à la rue de Bayon. Malheureusement, il a été fermé, ce petit chemin, pour des raisons de sécurité il y a quelques années. Il s'appelait le chemin de la Maladrerie. Il rappelait la présence d'un hôpital aux portes de la ville. Un court tronçon rectiligne amène le ruisseau jusqu'à la rue de Bayon. Ayant reçu les sources de la fontaine du Pavillon, le ruisseau est alors un cours d'eau au débit assez important. Il était surtout autrefois beaucoup plus important, ce débit, au point que autrefois le pont étroit qui franchit la rue de Bayon, que l'on aperçoit à peine aujourd'hui, eh bien, ce pont n'existait pas, il y avait une simple passerelle qui franchissait le ruisseau, et comme le ruisseau était très étroit et très profond, il pouvait être bloqué très facilement à l'aide de quelques pierres jetées dans le cours du ruisseau, et ce dernier se transformait en douve, en fossé alimenté en eau pour protéger la muraille nord des remparts. Parce qu'autrefois, la ville avait un destin militaire assez important au cours des guerres et des batailles. Elle a plus ou moins bénéficié de la présence de ces remparts, à vrai dire, à la protection assez illusoire. Quant au lavoir, il a servi pendant quelques années de vivier pour l'élevage des truites de la société de pêche locale. Mais le problème, c'est que la communauté européenne avait édité il y a quelques années un règlement qui interdisait l'élevage des alevins dans les lavoirs. Donc cette présence des poissons a totalement disparu. Elle a sans doute été remplacée par quelques rats et souris qui se promènent le long des berges du lavoir. Un peu plus loin, à l'extrémité de la rue de Bayon, une maison qui a été récemment restaurée fut construite sous l'Ancien Régime. Elle abritait le garde des viviers, puisque les prairies tout autour autrefois étaient alimenter en eau les viviers, et accessoirement en poissons, les viviers qui servaient au repas de l'archevêque et des moines. Vous savez qu'autrefois il y avait beaucoup de jours où on n'avait pas le droit de manger de la viande, donc on mangeait du poisson, il fallait énormément de poissons, et les viviers qui étaient installés à l'extrémité de la rue de Bayon alimentaient en excellents poissons sans doute les ecclésiastiques de notre ville, et évidemment cela amenait quelques jaloux, donc le père abbé et l'archevêque avaient décidé dans leur grande sagesse qu'il valait mieux installer un garde des viviers qui évitait aux braconniers de venir se servir la nuit en truites et autres perches ou tanches sans doute très goûteuses, qui s'y ébattaient et qui ne pouvaient pas malheureusement servir de repas aux ecclésiastiques. Alors, après un passage sous le pont, le ruisseau peut gagner un peu de liberté. On en parlait tout à l'heure. Son passage sous bientôt va l'amener donc au bord de la rivière. Et quelques méandres par la suite, le voici arrivé dans les eaux de la Saale. Mais comme tout n'est peuplé que de malheur, eh bien voilà que jusqu'à une époque récente, une conduite d'eau malencontreusement installée dans le cours du ruisseau venait encore perturber le cours paisible de l'eau. Vers 1859, la construction de l'abattoir municipal, maintenant ces bâtiments abritent le centre aéré de vacances plurielles, donc la construction de l'abattoir municipal amena les bouchers locaux et leurs ouvriers, les tueurs de bestiaux, à évacuer les déchets biologiques des vaches, cochons et autres chevaux.
tous ces déchets biologiques, soyons pudiques, étaient évacués vers la rivière. Ce qui nous permet de rappeler que jusqu'à une époque récente, la rivière servait d'égout naturel, à une époque où on n'avait pas, très peu plutôt, le souci de la protection de la nature, qui est un souci assez récent. Revenons vers la ville et vers en empruntant toujours le ruisseau de Tupigny, mais qui va nous ramener dans la rue ou ruelle de Tupigny. Cette ruelle au tracé pittoresque, puisqu'elle est construite en forme de L, se compose en fait de deux tronçons bien différents l'un de l'autre, qui sont en fait deux rues différentes. Et vous allez voir que l'histoire de l'unification du tracé de cette rue a été assez complexe. Alors à partir de la rue de Landrecy, une longue descente se termine par un virage à angle droit, prolongé par une ruelle où s'alignent de petites maisons ouvrières. Donc cette ruelle a porté deux noms différents jusqu'en 1908. On trouvait en fait là deux rues. Alors, venant de la rue de Landrecy, c'était la ruelle du Bois qui descendait, qui se prolongeait donc jusqu'au gué. Il fallait franchir le ruisseau par un gué. Et ensuite, on rejoignait la rue de Tupigny qui se dirigeait vers le faubourg, le chemin de montée. Alors, cette voirie malcommode était un souci pour nos élus. Alors ces derniers prirent contact avec le propriétaire du terrain, très envié, qui reliait ou qui séparait plutôt les deux, la rue du Bois et la rue de Tupigny. Et cette parcelle de terrain était occupée par le cours divagant du ruisseau de Tupigny. Alors un accord fut conclu avec le propriétaire de ce terrain, M. de Grémont, qui céda un petit morceau de sa propriété à la commune, mais les négociations furent difficiles. Mais après accord, donc on put raccorder sans problème les deux tronçons de la rue. Il fallut aussi contraindre le ruisseau à s'agir un peu son cours. Et ce fut fait après de vigoureux travaux de terrassement. Alors en 1927, M. de Grémont, directeur de l'importante chaudronnerie qui porte son nom, rue Fédherbe, décide de construire des petites maisons pour abriter ses ouvriers. Donc il fait construire une quinzaine de petites maisons tout en haut de la rue de Tupigny, des maisons assez innovantes pour l'époque, puisque elles sont édifiées sur une portion du jardin de M. de Grémont, qui les a cédées de façon très libérale. Et comme cet industriel était très, très en avance sur son temps, il fait construire des maisons en fait préfabriquées, c'est-à-dire que les éléments, les cadres de fenêtres, de portes, de ces petites maisons ouvrières sont fabriquées en usine et transportées non pas par camion, mais par charrette à l'époque, on est en 1927, sur le terrain, ce qui permet une construction assez rapide de ces maisons. Alors, chaque maison est précédée d'un jardin, ce qui permet dans ce quartier un peu étroit d'élargir un peu la vue à l'avant de la maison. C'était assez judicieux plutôt que de construire les maisons à front de rue. Et puis cela dégage un espace qui permet d'aménager un jardin. Et donc ce jardin ouvert vers le soleil levant. Une petite cour à l'arrière, par contre, dessert l'habitation, donc une toute petite cour qui dessert en fait la cuisine et puis une buanderie, une remise, et qui s'adosse à la maison, à la muraille de la maison de M. de Grémont, le jardin donc le patron, qui symboliquement les prive de lumière puisque la muraille est assez haute, donc on a une vue dégagée sur l'avant, mais pas de vue sur l'arrière. Et alors le plan de ces petites maisons est fonctionnel, donc c'était tracé par un architecte. Ça évoque les corons du bassin minier ou des régions industrielles du nord de la France. C'est très fonctionnel, ce sont des petites maisons, mais astucieusement aménagées. Et il révèle un souci de proposer un minimum de confort à chaque famille qui s'y trouve logée. Il oblige également donc le père de famille à entretenir son jardin puisque ce dernier est ouvert à la vue des passants.
Sur le plan technique, il est intéressant de remarquer que, donc on est en 1927, et le lotissement bénéficie d'un embryon de tout à l'égout. Vous savez que l'aménagement, l'installation du tout à l'égout, ça remonte aux années 1980-90, c'est relativement récent, surtout dans les campagnes. Mais dès 1930, les petites maisons de M. de Grémont bénéficiaient d'un embryon de tout à l'égout. Alors le principe, c'est que un système de drainage, un drain souterrain passe sous chaque maison et descend en escalier d'une maison à une autre. Alors on n'ose pas imaginer. Et puis à la fin du circuit, tout à l'égout, vous le devinez, va se jeter dans le ruisseau qui sert là aussi d'égout. On ose imaginer ce qui se passe quand ce drain naturel qui descend en escalier se bouche parce que l'un des occupants a laissé s'accumuler des déchets. Donc on imagine la remontée vers l'amont du flot du tout à l'égout. Enfin, il vaut mieux l'imaginer que le constater. En tout cas, c'était une preuve d'un certain souci d'hygiène pour les familles ouvrières. Ce ruisseau dans la ville, donc, c'est en fait une porte ouverte à la nature, proche et discrète, qui se révèle à condition de savoir observer le paysage autour de soi. C'est d'autant plus difficile que le ruisseau est très difficile d'accès. Mais les oiseaux nicheurs sont nombreux à se cacher à l'ombre des arbres et des arbustes dispersés sur les rives de ce ruisseau. Des plantes exubérantes apprécient les talus. Des talus escarpés. On peut remarquer que les jardins sont très discrets et parfois aussi très difficiles d'accès. Souvent même, il était, jusqu'à une époque récente où il y a une sorte de remembrement urbain, il était difficile de déterminer à qui appartenait telle ou telle parcelle des rives du ruisseau. On remarque ainsi que certaines plantes cultivées dans les jardins se sont échappées des jardins pour s'implanter bien au-delà sur les berges du ruisseau et se sont ainsi, comme on dit, ensauvagées. Il y a aussi insidieuses, des plantes exotiques, invasives, comme on dit, que certains jardiniers imprudents ont laissé installer, ou plutôt ont installé à leurs frais en plus, dans leur jardin il y a quelques années. Et ces plantes invasives se sont émancipées au point de coloniser certains tronçons du cours d'eau. Nous en citerons deux, très, très discrètes pour l'instant, mais qui ne demandent qu'à coloniser le vaste espace de notre ville, de notre région et sans doute de notre vaste monde. Donc, échapper des jardins cartésiens, sans doute facilement répandu si une manœuvre imprudente vient à les disséminer un jour ou l'autre, ce qui ne manquera pas de se produire évidemment. Alors la première de ces plantes, c'est la balsamine de l'Himalaya. Alors en Asie, elle pousse sur les hauts plateaux montagneux, elle est fort robuste. Cette jolie fleur semble bien séduisante, mais elle se montre bien vite envahissante, montrant une exubérance bien irrationnelle qui désespérera plus d'un jardinier soucieux de l'extirper, autant dire que c'est une mission impossible. Il existe encore un péril plus terrifiant, une plante plus redoutable encore et menaçante, dont on peut craindre plutôt qu'elle n'ait décidé de conquérir la planète entière. Il s'agit de la renouée du Japon. Alors là encore, le jardinier imprudent l'achetait pour quelques euros il y a quelques années dans les jardineries. C'est vrai qu'elle a une jolie tête, mais c'est une plante très décorative, peu sensible aux maladies, comme on disait, et à la croissance rapide. Bref, la plante idéale pour les jardiniers, tellement idéale que sa croissance est si rapide qu'elle en vient bientôt à tout envahir, toutes les parcelles du voisinage, et la renouée concurrente. Alors non seulement elle s'installe, mais en plus elle élimine toute concurrence, et elle stérilise le sol sur lequel elle pousse. Alors vous allez me dire, il faut l'arracher à la base, la brûler, afin que les tronçons trop vigoureux soient neutralisés. Eh bien c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Si vous l'arrachez, si vous la coupez en rondelles, eh bien ça ne fera que favoriser la repousse de cette herbe de Satan.
Et si vous abandonnez sur place les broussailles en disant j'en ai marre, je retourne à la maison, si vous abandonnez les broussailles sur place, alors là c'est pire. Après avoir péniblement arraché cette plante du diable, eh bien vous offrirez à la renouer un excellent support pour son expansion future. Je vous le disais, une plante du diable. Prudence donc, amis jardiniers, vous êtes prévenus. Éloignons-nous un peu du Cateau, puisqu'après tout, c'est le ruisseau de Tupigny. Tupigny est un modeste village de 400 habitants situé au nord de Guise, à peu près une vingtaine de kilomètres du Cateau, au bord du canal de la Sambre-à-l'Oise. Alors pour quelle raison ce modeste village a-t-il donné son nom à notre ruisseau? La question reste posée, la réponse est attendue dans les studios de Beffravision contre une très modeste récompense et un Pikachu en carton, je rajoute. Mais venu de la rue de Fémy, donc ce ruisseau attire notre regard vers le sud du Cateau, vers un horizon où se distinguent déjà les lointaines forêts de la Thiérache. Alors partons vers Tupigny en suivant les chemins bocagés qui nous perdront dans la vaste forêt d'Andigny que nous appelons le bois de Mennevrey. Plusieurs écluses et un pont tournant ponctuent le parcours du canal que nous franchirons pour arriver à 3 km de là, dans le modeste village, un peu moins modeste peut-être, le village de l'Équiel à Saint-Germain, célèbre dans notre région et dans notre musée, pour avoir abrité pendant quelques années le peintre Henri Matisse. Et les rues de ce village, d'ailleurs, se prêtent à une topographie extrêmement compliquée. En tout cas, c'est dans ce village que vers 1900, il était beaucoup plus peuplé autrefois qu'aujourd'hui, le peintre Henri Matisse se réfugia avec son épouse et ses enfants pour permettre à sa famille d'échapper à un scandale financier auquel était mêlée la famille d'Henri Matisse, enfin la belle famille plutôt, la famille de Madame Matisse. Donc privé d'argent, à cette époque, on est en 1902-1903, Henri Matisse avait dû quitter la région parisienne pour se reposer dans la campagne de Thiérache, où ses parents possédaient une maison de campagne. C'est là que l'artiste était alors dans une profonde dépression, et c'est là qu'il a peint les tableaux représentant les bords du canal, des tableaux très sombres que l'on peut admirer au musée Matisse du Cateau. Et puis, heureusement pour Matisse, après cet épisode un peu difficile, vers 1905-1906, Henri Matisse va rencontrer la gloire et la fortune grâce à la générosité de ses mécènes russes. Et puis après, il va partir vers Tahiti, New York, luxe, calme, volupté et lingots d'or, c'est moi qui rajoute. Alors, en consultant plutôt les plans de la ville, on trouve trace du ruisseau de Tupigny. C'est ainsi que le plan de Deventer, un très vieux plan qui date de 1540, nous montre le tracé du cours d'eau. Vous voyez donc déjà, il y a, au XVIe siècle, notre ruisseau était visible dans notre cité. À côté du confluent du ruisseau avec la Selle, on aperçoit sur ce plan de Deventer, qui est visible, qui est disponible à la médiathèque, on aperçoit une rue qui occupait l'emplacement de l'ancien abattoir. Donc nulle trace de pont pour franchir la rivière, fallait-il la franchir à gué? C'est une question. Un autre plan très détaillé de la ville est établi en 1782, c'est ce qu'on appelle le terrier, donc c'était l'ancêtre de notre cadastre actuel. C'est donc le terrier de l'évêque, c'était un document fiscal qui permettait à l'évêque d'aller voir chaque cathésien en disant cher ami, tu dois payer tant de taxes foncières. Vous voyez, il y aura rien de changé dans l'actualité fiscale. Donc ce cadastre recense les parcelles très précisément, les parcelles possédées par les cathésiens avant 1789, et donc l'assiette des impôts locaux était donc établie à partir de ce plan. Alors sur ce plan, le confluent de la Selle et du ruisseau de Tupigny est évoqué par un nom pittoresque, le Pot d'Étain. C'était sans doute le nom d'un cabaret, il y avait beaucoup de cabarets autrefois au Cateau, donc un cabaret campagnard installé au bord du chemin de montée. Alors un autre
autre plan antérieur nous montre le ruisseau. Il s'agit du plan de Beaulieu, dressé en 1667, pour détailler les aménagements militaires dont bénéficiait notre ville à cette époque. À cette époque, non, c'était l'époque des remparts de Vauban. Une double ceinture de remparts bénéficiait, ou plutôt permettait la défense de notre ville. Donc cette ceinture de remparts était bien sûr entourée d'eau. On y voit 3 portes encadrées par des tours et un bastion fortifié qui protégeait la ville en direction du sud. Alors ce plan de Chasteau en Cambrésis, comme on disait autrefois, indique la présence là aussi du ruisseau de Tupigny, accompagné d'un relief assez impressionnant, assez marqué sur sa rive gauche. Alors quant à la rencontre avec la Selle, eh bien, elle a lieu dans une vaste plaine qui se décore d'une abondante végétation. Enfin, le cadastre municipal établi en 1828, un cadastre très précis que vous pouvez consulter là aussi à la médiathèque municipale, montre les différentes habitations donc, qui se dispersent le long du ruisseau de Tupigny. Et c'est en particulier en 1825 et 1835 que 2 projets d'aménagement de moulins à eau sont présentés à nos édiles catésiens. Vous savez que le début du XIXe siècle est une époque propice à l'installation des moulins à eau dans notre région. Et donc ces 2 projets n'ont visiblement pas eu de suite, donc aucun moulin ne viendra jamais bloquer le cours des eaux du ruisseau de Tupigny. Au terme de ce parcours au long du ruisseau de Tupigny, après avoir découvert le périple discret de l'eau dans les replis de la ville, et surtout sous ses tunnels et ses voûtes, cette eau, dont on rappelle qu'elle fut la richesse de la ville, puisque si aucun moulin n'a jamais tourné dans le lit des ruisseaux, ces flots, autrefois plus tumultueux que de nos jours, ont pourtant baigné de nombreux jardins, et elles ont aussi permis à une riche végétation, nous l'avons vu, de s'y épanouir en abritant une faune là aussi précieuse et cachée, en particulier les chauves-souris. On sait aussi que quelques poissons se promènent dans le ruisseau. Pour ma part, je n'en ai jamais vu, il paraît qu'il y en a. En tout cas, en 2021, une vigoureuse requalification écologique a permis au ruisseau de retrouver un peu de santé hydrologique, si on peut dire. Il ne nous reste plutôt qu'à souhaiter à ce ruisseau de pouvoir couler encore pendant quelques siècles, paisible, mélancolique et accueillant à la vie sauvage. Et c'est donc une vie sauvage que nous saurons apprécier en l'admirant, même si quelquefois et souvent des brumes un peu voilées nous la cachent, mais nous laissent deviner la richesse de l'histoire de notre ruisseau de Tupigny. Donc en tout cas, en vous encourageant à aller le découvrir au cours d'une promenade prochaine. Voilà.